embué, les yeux pleins de larmes. Bon, avant toute chose, moi je voulais en savoir un peu plus sur ton comédien, Abou Sangaré, qui est incroyable. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, comment ça s'est fait, mais il explose à l'image. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce qu'il y a une situation un peu délicate aujourd'hui. Quand le scénario, quand le scénario a été terminé, qu'on a commencé à mettre le film en production, on s'est donc lancé dans un grand casting sauvage. Casting sauvage, c'est un casting de non-professionnels, de gens qui ne sont pas déjà acteurs, qui ne jouent pas encore au cinéma. Et puisqu'il s'agissait de raconter l'histoire d'un livreur guinéen, tout naturellement, je suis allé chercher les livreurs guinéens dans les rues de Paris. Voilà. Donc j'en ai rencontré des dizaines, des centaines, je pense. Et on en a fait venir plein dans notre bureau de casting, faire des petits essais, sans trouver la perle rare qu'on cherchait. Donc on a élargi un petit peu la recherche à travers des associations, à travers des gens, des Guinéens qui avaient des gros comptes Facebook, qui étaient très suivis par la communauté guinéenne pour relayer nos annonces. Et puis on a reçu plein de candidatures, on a reçu plein de gens, on ne trouvait toujours pas. Donc on a élargi un petit peu la recherche au-delà de Paris. Et on est allé à Rouen, on avait lancé quelqu'un à Lyon, et puis c'est comme ça qu'un jour j'ai débarqué à Amiens. Donc après à peu près 2 mois et demi de tournage, plus de 2 mois en tout cas, de casting. C'est ma deuxième présentation de la soirée. Donc, je fatigue un petit peu, mais pardon. Voilà, après 2 mois de casting, on a débarqué à Amiens et là il y avait une association qui nous avait réuni 25 jeunes. Et parmi ces 25 jeunes qu'on a tous auditionnés les uns après les autres rapidement, voilà, il nous a frappés. J'ai fait une rapide improvisation avec lui. On l'a fait revenir à Paris la semaine suivante pour réessayer un peu plus. Et ce qui m'a séduit chez lui, il faut bien voir que quand on fait des impros comme ça, des petites impros, c'est-à-dire que pour tester un comédien, pour tester quelqu'un qui n'est pas comédien, on ne va pas donner un texte à jouer, sinon ça sera toujours catastrophique. On joue des petites situations, on fait des improvisations sur des petites situations. Dans ce genre de petites improvisations, il y a beaucoup de... ça parle beaucoup en fait. Forcément, vous tenez le crachoir, vous occupez la scène, donc ça blablate. Et lui, ce qui m'a séduit, c'est que tout d'un coup, pour jouer des situations, il y avait un moment de silence, et dans ce silence, je le sentais comme tomber en lui-même, et il y avait quelque chose de très puissant en fait. Voilà, du cinéma tout d'un coup, alors qu'on était dans un décor moche, une lumière moche, mal filmée, etc. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose de très séduisant. Donc on s'est décidé très vite sur lui à ce moment-là. Tout en étant, voilà, c'est sûr, on sait que c'est un long métrage qui va reposer sur les épaules d'un acteur qui n'a jamais joué, qui n'a aucune expérience, qui est fragile psychologiquement parce qu'il est aussi dans une situation compliquée, qu'il a lui-même beaucoup de stress. Bon, c'est un pari et on ne sait pas avant de commencer comment ça va se passer. Moi, j'avais peur. La première chose qu'on a faite avec lui quand il est venu à Paris, parce qu'il habitait à Amiens, donc quand il est venu à Paris, c'est qu'on l'a mis en stage pour qu'il devienne livreur, parce qu'il n'était pas livreur. Donc il a fait 2 stages avec Mamadou, qui joue dans le film, qui joue la scène au lavabo, celui qui n'a pas eu l'asile et avec qui il échange. C'est vraiment son histoire d'ailleurs. Et donc Mamadou a été son maître de stage en livraison. Il n'était pas un maître de stage facile, je crois. Et là, pendant ce temps-là où Sangaré devenait livreur, pour se familiariser avec tous les gestes et tout ça, il était extrêmement stressé, il était malade, et je me disais, mais est-ce qu'il va tenir le film en fait? Et voilà, on sait qu'un tournage c'est lourd, physiquement c'est dur. Celui qui joue le rôle principal, il est là tout le temps. On ne tourne jamais sans lui, tout est avec lui. Et il y avait une grosse pression sur ça. Et puis voilà, les répétitions, on a fait beaucoup de répétitions, c'était pas facile. Et puis quand on a commencé le tournage, ça a été nickel. Dès qu'on a commencé le tournage, quand on a regardé les rushs, il était toujours bien, il était toujours juste, il y avait... Et ça, c'est quelque chose un peu inexplicable, même si on l'avait quand même un peu pressenti, mais il accroche toujours la caméra, il était toujours... on avait toujours envie de le regarder en fait. Et voilà, et je pense qu'à l'arrivée, il dépasse toutes nos attentes, tout ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on avait misé sur lui. Voilà. Effectivement, moi aussi, je le trouve extraordinaire. Et ça, c'est un... Parce que le principal risque sur ce genre de film, c'est ça, c'est le risque qu'on met sur l'acteur, en fait.
Et là, voilà, grâce à Dieu, on va dire. Et il a eu le prix d'interprétation à Cannes, dans la section Un certain regard, qui était amplement mérité. C'était une évidence. Qui lui a été remis par Xavier Dolan, qui est venu lui parler, qui lui a dit tu es un acteur, on te donne ce prix pour que tu saches que tu es un acteur, tu dois continuer à faire du cinéma, on veut que tu fasses du cinéma. Et voilà. Et il tenait absolument, il voulait aussi donner un prix au film, mais il voulait absolument donner un prix à Sangaré. Donc ils ont dû demander l'autorisation au festival de pouvoir donner 2 prix au même film. Et voilà, c'est super pour lui, pour le film, pour nous, pour tout le monde. Avant de vous laisser la parole, j'avais une autre question moi, sur la forme. Est-ce que ce côté thriller, il était là dans ta tête dès le début ou c'est au montage que ça s'est fait? Comment... Non, alors c'est vrai qu'au montage, on a eu tendance à accélérer encore tout. Par exemple, le premier tiers du film, qui sont les livraisons, on a eu le sentiment qu'il fallait que ça aille très vite. Et au tournage, on a tourné, je dirais, chaque livraison, on a tout tourné. C'est-à-dire dans chaque scène, et on le voyait, on a tourné quand il entre dedans, qu'il prend son sac, qu'il dit merci, qu'il monte son appli, qu'il ressort, qu'il met dans son vélo, qu'il repart. Voilà. Et finalement, après, au montage, on a coupé beaucoup pour accélérer, pour que dans chaque scène de livraison, on voit qu'un bout. Donc ça, c'est vrai qu'il y a eu un effet au montage de chercher le rythme avant tout. Mais l'idée de cette forme de thriller, de cette forme rapide, de cette tension dans le film, c'était là depuis le début. Ça faisait partie de mon envie de départ, en fait. C'est vrai qu'à partir du moment où je me suis dit j'ai envie de faire un film sur ces livreurs à vélo, il y a le thème qui m'intéresse, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, mais il y a aussi voilà, ce gars à vélo qui circule dans la ville, ça va vite, c'est la livraison, ça va vite, il y a une urgence. Et donc c'était clair très tôt pour moi, avant même de trouver comment le scénario allait vraiment fonctionner, avant de tricoter le scénario, c'était très clair pour moi dès le début que ça allait être un film sur une durée courte. Donc là, sur 2 jours, 48 heures. Ça, c'était clair dès le début. Et que, voilà, et que ça allait raconter l'attente de l'entretien. Donc la structure était claire d'emblée. Et c'était évident pour moi que ce qu'on allait chercher comme forme, c'était une forme dans une sorte d'urgence. Voilà, pour moi, tout ça allait ensemble. Film sur ce livreur à vélo, un film très urbain, dans un Paris très à la fois agressif, mais aussi très énergétique, comme ça, et puis cette forme rapide. N'hésitez pas. Ouais. Bonsoir. Du coup, en fait, je suis intriguée sur la vie de Abou Sangaré. Vous disiez que c'était un non professionnel et que donc, vous l'avez fait venir à Paris. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Est-ce que du coup c'est quelqu'un qui est en situation illégale? Est-ce qu'il a réussi du coup, peut-être grâce à ce film, à obtenir des papiers? Est-ce qu'il va profiter du succès du film? Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc Abou Sangaré, il est arrivé en France en 2017, il est guinéen comme le personnage, il est arrivé en France par la route, par l'Algérie, la Libye, la mer, l'Italie, comme il le raconte à la fin du film. Ce qu'il raconte à la toute fin du film, c'est son histoire. Quand je l'ai rencontré, il était effectivement sans papier, il est arrivé en 2017, il n'a jamais demandé l'asile parce qu'il est arrivé mineur, il est arrivé à 16 ans et demi, et donc il a demandé à être reconnu comme mineur, ce qui ne lui a pas été accordé. On a dit vous n'êtes pas mineur, il a fait des recours, 1 an et demi plus tard, on lui a fait un test osseux. Et quand on a fait le test osseux, on a dit, d'après le test osseux, vous avez 18 ans plus ou moins 6 mois, ce qui au moins rétrospectivement prouvait qu'à l'époque où il avait demandé à être reconnu comme mineur, il était bien mineur. Mais du coup, vous avez 18 ans plus ou moins 6 mois, donc on ne vous reconnaît pas comme mineur. Voilà, grâce à des associations, il y a beaucoup d'associations, je suis sûr qu'il y a ce soir des représentants d'associations, de gens qui s'occupent de ces personnes ici dans la salle. Donc, comme nous avons beaucoup d'associations en France qui suppléent pour une part au travail que l'État ne fait pas, il a pu étudier, il est allé au lycée, il a fait un bac pro de mécanique, poids lourd, parce que c'était ce qu'il faisait déjà en Guinée, en fait, de la mécanique, c'est sa passion, de sa vie. Et donc, à la suite de ce bac pro, il a demandé de nouveau à être régularisé, et puis là, il y avait un garage qui voulait l'embaucher, qui lui proposait un CDI pour travailler. Et donc moi, quand je l'ai rencontré, quand on l'a casté, quand on lui a proposé le film, il était en train de déposer un dossier de régularisation avec une promesse d'embauche d'un garage.
Et ça semblait nickel. Enfin, voilà, on a l'impression vraiment que ça allait marcher cette fois-ci, que ça semblait bien, tout semblait réglo. Enfin, tout semblait, comment dire, je voyais pas ce qu'on pouvait objecter à ce dossier. Donc, on a fait le film avec lui pendant ce temps, pendant qu'il attendait sa réponse. Et pendant que j'étais en montage, donc après le tournage, il a reçu la réponse de la préfecture qui a été une réponse négative. Voilà. Là, on s'est dit, espérons qu'on va aller à Cannes, parce que c'est quand même un bon levier. On est allé à Cannes, il a gagné un prix d'interprétation, et là je me suis dit, là c'est bon, dans la semaine on va lui régler son affaire. Le président du CNC nous a promis son aide, après il a été condamné pour viol, il a disparu dans un trou. Les ministères devaient nous aider aussi, ministère de la Culture, ministère de l'Intérieur. C'est la voie normale, si vous voulez, dans un cas comme ça, le président du CNC parle à la ministre de la Culture, qui transmet au ministre de l'Intérieur, qui transmet au préfet, et ça se règle tout de suite. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on n'a pas de gouvernement en France. On n'a plus de ministres, on n'a plus de ministère qui travaille depuis un moment, donc on a bien galéré. Mais enfin, quand même, après avoir alerté tout le monde, en remontant jusqu'au couple Macron, parce qu'il habite à Amiens, Sangaré. Amiens, c'est la ville des Macron. Donc on s'est dit, voilà. Mais bon, ça n'a pas marché comme ça non plus. Mais enfin, en alertant plein de gens, en envoyant des bouteilles à la mer dans plein de côtés, et puis voilà, quand même, on touche des gens, on a du réseau. Voilà, la préfecture a fini par entendre le message, et il y a 3 semaines, je crois, elle lui a proposé de redéposer une demande, et je pense qu'il veut. Donc voilà, ça c'est très positif. J'étais un peu déçu parce que j'espérais qu'il allait lui donner directement les papiers, mais voilà, je pense que c'est très positif. Ils ont rouvert la porte, ils redéposent sa demande, donc on est en train de finaliser le dossier, et parce qu'il faut tout refaire les pièces, etc. Mais je passe les détails. Mais c'est pas fait, mais j'espère que ça va se faire. Et en tout cas, on ne lâche pas, c'est sûr. Voilà, on ne lâche pas, et si ça se fait pas, on alertera la presse, on alertera tous les moyens qui sont à notre disposition pour agir. Sombre, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a Ouais, d'autres... attendez. Je passe la parole, mais Bonsoir. J'aurais voulu savoir pourquoi la Guinée. Pourquoi avoir construit le scénario avec un Guinéen? Pourquoi pas Ivoirien, Ghanéen, Congolais? Alors, il se trouve que dans la livraison parisienne, où il y a beaucoup d'Africains et beaucoup d'Africains sans papier, il y a 2 communautés qui dominent, qui sont les Ivoiriens et les Guinéens. En France, traditionnellement, la majorité des Noirs, ils sont maliens et sénégalais, mais c'est des communautés qu'on trouve moins dans la livraison, parce qu'en fait, dans la livraison, on va trouver les plus précaires, et des gens qui arrivent, qui sont plus isolés, qui ont moins de réseau, en fait. Un Malien qui arrive, il va trouver quelqu'un qui est au moins dans un foyer, où il va trouver plus de réseau, en fait. Enfin, peut-être pas tout le monde, je généralise peut-être un petit peu, pardon, mais c'est pas complètement faux non plus. Alors que voilà, ces communautés plus récentes d'immigration, ivoiriens, guinéens, c'est eux qu'on trouve majoritairement dans la livraison. Et pourquoi les Guinéens? Parce qu'ils demandent beaucoup l'asile. Et que j'ai rencontré un certain nombre de Guinéens qui avaient des histoires assez proches, après des positions différentes par rapport à la demande d'asile, mais voilà, des histoires assez proches. Donc la communauté qui réunissait les 2 versants de cette histoire, la livraison et l'asile, c'était les Guinéens. Bonsoir. Ce qui me frappe dans le film, c'est sa forme. On part du tumulte. Finalement, ça commence dans un tumulte et ça finit dans une forme d'apaisement, de silence. C'est très étrange le parcours. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais non. Je trouve que l'intensité dramatique, elle naît de la façon dont vous posez ce regard sur ce type qui s'apaise finalement. C'est une sorte de rédemption pour lui, la fin. Enfin, il a pu raconter à quelqu'un son histoire. Et on n'est plus du tout dans le mouvement, Et ça, je trouve que c'est une forme extrêmement intéressante. Vous l'avez travaillé comme ça, non? Oui. Alors, je ne sais pas si je parlais d'apaisement, moi. D'apaisement, de soulagement, pardon. De soulagement, peut-être. Je ne suis pas sûr que je le vois aussi positivement que vous, mais je suis content que vous le voyez positivement.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a les 2 premiers tiers du film qui sont une course sans fin, on s'arrête jamais, même quand on s'arrête pour prendre la douche, on est tout de suite dérangé, quand on s'arrête pour se coucher, on est tout de suite réveillé. Donc c'est vrai qu'il y a un côté comme ça de course haletante, et jusqu'au moment où on arrive dans la scène de l'entretien, où tout d'un coup le film change un peu de forme effectivement, parce que tout d'un coup on est dans un bureau, la caméra se pose, on est uniquement en champ contre champ sur ces 2 personnages, il n'y a rien d'autre à regarder, ça bouge pas, et c'est de la parole, donc c'est tout d'un coup un changement de rythme. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui était présent tout de suite pour moi, comme ce que je disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui était clair tout de suite, qu'on allait être dans cette course sans fin jusqu'au moment de l'entretien, et que tout d'un coup, on se pose et on prend le temps d'écouter et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si je parlerais d'apaisement, parce que la dernière... Peut-être le mot est mal choisi, mais... Peu importe, mais la dernière, ces dernières paroles de Souleymane, en même temps, se font dans une montée émotionnelle. C'est ça aussi. Peut-être. Ça se fait dans une montée émotionnelle où tout d'un coup, que ce soit pour le personnage ou pour l'acteur, on monte dans quelque chose qu'il n'a jamais donné dans le reste du film avant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que dans la manière dont le film vous parvient et est reçu par le spectateur, il y a quelque chose d'assez particulier qui se passe dans le fait d'être suspendu à cette course tout le temps comme ça. On a toujours l'impression qu'il va tomber de son vélo, qu'il va se prendre un coup, qu'il va tomber, voilà. Et puis tout d'un coup, on se pose sur cette chaise pendant une très très longue scène qui a aussi une durée hors norme. Elle fait, je crois, 17 minutes maintenant dans le montage, la scène à l'intérieur du bureau. Mais de nouveau, on est dans une forme de suspense, puisqu'il y a une sorte de jeu de chat et la souris entre Souleymane et cette agente de l'OFPRA, donc qui conserve une forme de suspense aussi, mais de suspense assis, ce qui est différent. Et jusqu'à cette montée émotionnelle de la fin et l'extrême fin où je veux qu'on reste en suspens. En tout cas, c'était très important pour moi de ne pas repartir dans le tourbillon de la ville à la fin. Donc c'est peut-être comme ça que je peux le mieux répondre à votre question. J'avais pas envie à la fin qu'on reparte dans le tourbillon de la ville. C'est aussi pour ça qu'on a retenu le son à la fin, quand il sort des bureaux de l'OFPRA. Je voulais qu'on reste en suspens dans cette parole et qu'on ne retourne pas dans le chaos, dans la rue, dans tout ce tourbillon du début. Et ce qui me paraît aussi intéressant, c'est que c'est un film extrêmement politique, évidemment, mais ça part pas de discours. On parle de personnes. On parle des individus. Et c'est des individus qui font l'idée. C'est pas les idées qu'on plaque sur des individus. Et ça, c'est formidable, parce que ça aurait pu être un film extrêmement plombé et extrêmement plombant, justement. Et parlez-nous de celle qui fait l'entretien. C'est une actrice absolument exceptionnelle, ça. Vraiment, elle est absolument confondante, et d'humanité, elle est extraordinaire, cette actrice, je ne la connaissais pas. Alors, je réponds d'abord sur la première partie de votre question. Que ce soit un film politique, peut-être, sans doute, c'est sûr même, mais c'est pas un film militant. C'est-à-dire que, et je vous remercie de dire que c'est pas un film qui porte des discours, qui fonctionnerait en termes de discours, ou d'idées, voilà, c'est un film qui raconte des situations humaines, vécues par des personnes. Et c'est important pour moi, et c'est pour ça que le film aussi se termine sur cette fin ouverte, c'est important pour moi que plutôt que vous partiez avec un message que vous aurez délivré, que vous partiez avec des questions. Voilà, questions sur Souleymane, des questions sans doute plus larges sur d'autres choses. Concernant Nina Meurice, qui joue donc cette dernière scène, c'est une comédienne qui est quand même assez connue, qui a fait... avec laquelle j'ai fait mon film précédent, qui s'appelait Camille, et qui et qui récemment a joué beaucoup de séries. Je ne sais pas si vous avez vu la série La Fièvre, qui a fait beaucoup parler d'elle cette année, où elle a le rôle principal en fait. Donc c'est une comédienne très reconnue depuis très, très longtemps, mais c'est pas une star non plus, et j'aime beaucoup Nina pour ça. Et Nina, elle a commencé très jeune le cinéma, elle a commencé en jouant dans Saint-Cyr de Patricia Mazui, elle avait 12 ans je crois, donc ça a été une enfant comédienne, et puis après elle a arrêté, elle est repartie faire ses études, et puis elle a repris plus tard.
et elle a joué quand même beaucoup de films, mais c'est vrai que c'est pas une star, c'est pas une star. J'aime beaucoup Nina. On a fait donc elle avait le rôle principal de mon film précédent, et si je lui ai demandé de jouer le rôle du film, ce rôle-là, c'est quasiment la seule comédienne du film. C'est la seule comédienne, tous les autres sont des non-comédiens. Si je lui ai demandé de jouer le rôle, il y a deux raisons. La première raison, c'est que elle convient exactement à l'image que je voulais qu'elle rende de cette agente de l'OFPRA. L'autre raison pour laquelle je voulais que ce soit Nina, c'est qu'il fallait quelqu'un de très généreux pour venir jouer cette scène. Ce que je voulais avant tout qu'elle joue, ce que je voulais avant tout qu'elle fasse dans cette scène, c'est rien. Et parfois c'est difficile de demander aux comédiens de venir et de rien faire. Et parfois c'est très difficile pour eux de rien faire, d'en faire le moins possible, d'être dans la discrétion, voilà. Et surtout que je voulais qu'elle vienne pour aider son partenaire à jouer, pour le soutenir, pour le porter, pour l'aider à aller au bout de ce truc extraordinaire qu'il avait à faire. Et je savais que Nina aurait la générosité de faire ça et de le faire jusqu'au bout, voilà, et de pas venir pour faire son tour de piste à elle, comme peut faire certains comédiens, voilà. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est remarquable et qui joue ce rôle. C'était très important aussi pour moi que cette agente de l'OFPRA, ce soit pas la méchante de l'histoire. Parce que si, évidemment, on pourrait dire, moi j'ai assisté à plein d'entretiens à l'OFPRA, j'ai vu des méchantes, j'ai vu des gentilles. Je ne sais pas à l'arrivée qui donnait le plus de bons résultats, mais en tout cas j'en ai vu des très sympathiques comme ça extérieurement, j'en ai vu des très désagréables, il y a toutes sortes de gens là-bas, et c'était très important pour moi que l'agent de l'OFPRA du film, ce ne soit pas la vieille mégère, aigrie, horrible, qu'on détesterait tout de suite, mais qu'elle soit d'une certaine manière notre représentant à nous tous ici réunis à l'écran, et qu'elle soit comme nous, dans une sorte de situation, enfin pas comme nous, pardon, parce qu'on n'est pas elle, mais qu'elle soit elle dans une situation double, que d'un côté, elle est cette femme qu'on peut imaginer sympathique, même si elle ne dit pas grand-chose, en tout cas qu'on voit être empathique, qu'on voit troublée, qu'on voit avoir envie d'aider, et en même temps, elle est cette représentante d'une institution qui a ses règles, qui a ses manières de faire extrêmement réglées et avec lesquelles on peut